Changement de base, cinquième partie. Nous allons voir que la multiplicité géométrique d'une valeur propre est toujours plus petite que la multiplicité algébrique, et puis nous commencerons à construire une base pour une application linéaire donnée formée de vecteurs propres. Donc voici le premier théorème. Soit alpha une application linéaire et lambda une valeur propre. Alors la dimension de l'espace propre, c'est-à-dire la multiplicité géométrique, est toujours plus petite que la multiplicité algébrique de cette valeur propre lambda, c'est-à-dire le nombre de fois qu'elle apparaît dans le polynôme caractéristique. Pour démontrer cela, nous commençons par choisir une base E1 EK de l'espace propre E lambda. Et par le théorème de la base incomplète, nous savons que nous pouvons la compléter en une base B de l'espace vectoriel V tout entier. Donc les k premiers vecteurs de cette base B sont des vecteurs propres, et puis après on la complète comme on peut. Quelle est la matrice de alpha dans cette base B? Alors dans les premières colonnes, les k premières colonnes, nous avons les images des vecteurs propres. Mais puisque alpha de EI, c'est lambda fois EI, dans la ième colonne, pour un nombre i compris entre 1 et k, nous avons des zéros partout, sauf un lambda à la ième position. Ainsi, cette matrice est une matrice qui est triangulaire par bloc. Nous avons lambda fois l'identité en haut à gauche, des zéros en dessous, et puis après, comme on ne sait pas très bien comment on a complété la base, il y a des matrices A' et B, où A' est une matrice rectangulaire et B une matrice carrée n-k fois n-k. Maintenant, nous voulons calculer le polynôme caractéristique de cette matrice pour comparer la dimension géométrique k avec la multiplicité algébrique. Par définition, le polynôme caractéristique, c'est le déterminant de t fois la matrice identité moins a. Puisque j'ai réussi à décomposer a en une matrice triangulaire par bloc, je vais calculer ce déterminant en décomposant cette matrice-ci aussi en bloc. Et dans la première matrice, en haut à gauche, j'ai t moins lambda fois la matrice ik. J'ai un 0 toujours en bas à gauche. J'ai t fois la matrice identité de taille n-k moins cette matrice carrée n-k fois n-k que j'ai appelée B. Et puis j'ai la matrice A' qui en fait ne joue aucun rôle. Quel est le déterminant d'une matrice triangulaire par bloc? Bien, vous avez vu en exercice, je crois, que c'est le produit des déterminants des matrices qu'on trouve sur la diagonale. Mais là, le déterminant de la matrice t moins lambda fois l'identité, qui est une matrice diagonale, c'est t moins lambda à la puissance k. Et ce qu'il reste ici, c'est par définition le polynôme caractéristique de la matrice B. Ainsi, nous voyons que la multiplicité de lambda est au moins égale à k. Peut-être que la racine lambda apparaît encore une fois ou plus dans le polynôme caractéristique de B, mais elle apparaît au moins k fois. Et k, c'est la dimension de l'espace propre E lambda. Et nous avons donc montré que la dimension de l'espace propre est toujours plus petite que la multiplicité algébrique. Alors, notre but, idéalement, ce serait de trouver une base entièrement formée de vecteurs propres. Alors, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. On considère donc une application linéaire alpha et lambda 1 jusqu'à lambda k, ces valeurs propres, toutes distinctes. Peut-être que lambda 1 est de multiplicité 1000, on ne la prend ici qu'une fois. Pour chacune de ces valeurs propres lambda i, on choisit une base. Pour se souvenir qu'il s'agit de la valeur propre lambda i, je vais mettre un exposant i. Le résultat qu'on va démontrer, c'est que quand on met ensemble toutes ces bases de vecteurs propres pour des valeurs propres distinctes, on obtient une famille libre qu'on va donc plus tard pouvoir compléter en une base. Donc ce que cela veut dire, c'est que je ne peux pas exprimer un vecteur propre pour une valeur propre mu comme combinaison linéaire de vecteurs propres pour d'autres valeurs propres. Donc pour cela, je vais former une combinaison linéaire de tous ces vecteurs propres, E11 jusqu'à E1 indice M1. Cette première combinaison linéaire, je vais l'appeler V1, c'est un vecteur propre pour lambda 1, et je fais de même pour toutes les valeurs propres jusqu'à la dernière, la km, et cette combinaison linéaire-là, des vecteurs propres de la base que j'ai choisie pour l'espace propre de lambda k, je l'appelle Vk.
J'ai donc une grande combinaison linéaire de vecteurs propres pour toutes mes valeurs propres, et il faut que je montre que si cette somme est nulle, alors tous les coefficients a, i, j sont nuls. Alors on va se simplifier un peu la vie grâce à l'observation suivante. Je vais montrer en fait que si cette somme est nulle, alors tous les VI sont nuls. Dans ce cas-là, on aura terminé. Pourquoi? Si par exemple VK est nul, VK étant une combinaison linéaire des vecteurs de la base de l'espace propre E lambda K, il est nul exactement si tous les coefficients A1K, A2K jusqu'à A M indice KK sont nuls. Donc si je montre que tous les VI sont nuls, j'aurais montré que tous ces coefficients A et J sont nuls, parce que dans chaque espace propre, j'ai choisi une base. On commence avec cette première observation, c'est ce qu'on vient de dire en fait, c'est que si VI est nul, alors tous les AI, J sont nuls. Si j'ai une somme de ces vecteurs propres VI qui est formée que d'un seul de ces VI, alors j'ai gagné, tous les coefficients sont nuls. Donc on va choisir une somme V1 jusqu'à VR de vecteurs propres qui me donne 0. Et je vais choisir R minimal. Donc je choisis une somme la plus petite possible de vecteurs propres dans ces différents espaces propres avec laquelle je réussis à faire le vecteur nul. Et R est le plus petit possible. On sait que R n'est pas égal à 1, c'est l'observation qu'on vient de faire, et on va montrer en fait que c'est impossible d'obtenir 0 à moins que tous ces vecteurs soient nuls. Pour cela, calculons l'image par l'application linéaire alpha de cette somme de vecteurs. Alors, d'abord, cette somme de vecteurs étant nulle, je sais que comme alpha est linéaire, son image est aussi le vecteur nul. Maintenant, par linéarité de alpha et du fait que les VI sont des vecteurs propres, l'image de V1 c'est lambda fois V1, etc. L'image de VR c'est lambda R fois VR. L'astuce est d'écrire 0 de manière plus compliquée pour arriver à une contradiction sur la minimalité de l'entier R. Je vais écrire 0 comme étant égal à lambda R fois 0 moins 0. Le premier 0, je l'écris comme étant égal à V1 plus VR, qui par hypothèse vaut 0. Et pour le deuxième 0, je vais l'écrire grâce à notre calcul comme lambda 1 V1 moins lambda R VR. De cette façon, les lambda R VR se simplifient et il me reste une somme plus petite de vecteurs propres dans les espaces propres E1 jusqu'à ER moins 1. Il me reste en effet lambda R moins lambda 1, V1, etc. jusqu'à lambda R moins lambda R moins 1 fois VR moins 1. Les lambda R VR s'étant simplifiés, il me reste une somme plus petite de vecteurs qui contredit la minimalité de R. Et observons que on a bien fait attention à choisir des valeurs propres distinctes, si bien que ces coefficients ici ne sont pas nuls. Donc la conclusion, c'est que tous les VI sont nuls, et comme on l'a vu sur la page précédente, ceci termine la démonstration. Donc dans la pratique, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut calculer les valeurs propres d'une matrice ou d'une application linéaire, calculer les espaces propres et en choisir des bases, et sans plus réfléchir, on peut assembler ces bases pour en former une famille linéairement indépendante, qu'on pourra alors, au besoin, compléter en une base. Pour terminer le cours de cette semaine, regardons un exemple où les choses se passent comme elles se passeraient dans un monde idéal. Donc attention, ce n'est pas toujours aussi facile, mais ici, c'est un exemple où on va réussir à calculer les valeurs propres, les espaces propres, on va trouver des bases de ces espaces propres, et en les assemblant, on trouvera une base de l'espace vectoriel tout entier. Ici, c'est un espace vectoriel de dimension 3, R3, et l'application linéaire est donnée par la formule suivante. Calculons, pour commencer, la matrice de l'application linéaire alpha par rapport à la base canonique. Maintenant, on commence à être habile. Je place dans les colonnes de cette matrice les images des vecteurs de base. Donc, je place dans les lignes les coefficients de ces combinaisons linéaires de x, y et z qui me sont donnés dans la formule de alpha. Le polynôme caractéristique de l'application linéaire alpha est donné
par le déterminant de la matrice T-A. Pour calculer ce déterminant, il ne faut surtout pas utiliser la règle de Sarus qui va nous faire calculer 6 termes. On va trouver un polynôme de degré 3 qu'il va falloir factoriser. Il faut absolument faire des opérations élémentaires sur les lignes et sur les colonnes de cette matrice pour mettre en évidence des polynômes de degré plus petits qui vont nous faire apparaître immédiatement des racines. Par exemple ici, je vois que dans la deuxième et la troisième colonne ici, j'ai un moins 5. Donc j'ai l'idée de remplacer la troisième colonne par la troisième colonne moins la deuxième colonne. Cette opération élémentaire, nous savons qu'elle ne change pas le déterminant. Donc, le déterminant de cette matrice est le même que celle où je ne change pas les deux premières colonnes, mais la troisième colonne est remplacée par la différence des deux dernières. Et j'ai donc ici un 0, c'est ce que je voulais obtenir. Moins 3 moins t moins 4, c'est 1 moins t. Et t plus 4 moins 5, c'est t moins 1. Alors ici, vous voyez, on a beaucoup de chance. J'ai une colonne où je peux mettre un t moins 1 en évidence. Alors c'est ce qu'on va recopier à la page suivante. Voilà où nous en étions. Maintenant, nous mettons un t moins 1 en évidence ici. La dernière colonne, c'est t moins 1 fois la colonne 0, moins 1, 1. Multiplier une colonne par un nombre, ça multiplie le déterminant par ce même nombre. Donc pour sortir je peux sortir ce t moins 1 et j'obtiens déjà une valeur propre. Je vois que 1 sera une valeur propre. Et maintenant je suis dans une bonne situation pour continuer à simplifier mes calculs puisque j'ai un moins 1 et un 1 dans les deux dernières lignes ici, dans la dernière colonne. Je vais remplacer la deuxième ligne par la somme de la deuxième et de la troisième ligne. Cette opération élémentaire ne change pas le déterminant. Donc j'ai toujours t-1 fois le déterminant d'une matrice où je vais avoir de plus en plus de zéros, ce qui va me simplifier fortement le calcul du déterminant. Donc j'obtiens un 0 ici. Et maintenant, il faut que je somme moins 3 et 5, c'est-à-dire 2. T moins 4 plus 5, c'est T plus 1. Je suis déjà arrivé à un endroit très agréable pour mes calculs. J'ai une matrice triangulaire inférieure par bloc. Le déterminant de cette matrice, c'est le produit des déterminants des deux blocs diagonaux, mais ici, j'ai simplement un 1, si bien que ce déterminant sera simplement t-1 fois le déterminant de la matrice carrée 2 fois 2 fois 1. Alors maintenant, on pourrait essayer de faire encore des opérations sur les lignes ou sur les colonnes, mais factoriser un polynôme de degré 2, ce sera quand même moins ardu que factoriser un polynôme de degré 3. Donc je vais directement faire le calcul à la main. Donc c'est t-1 qui multiplie le déterminant de cette matrice 2 fois 2, c'est-à-dire t-6 fois t plus 1 moins 2 fois moins 5, c'est-à-dire plus 10. Alors, à partir d'ici, il ne reste plus qu'à calculer. t-1 fois t carré moins 6t plus t, c'est-à-dire moins 5t, moins 6 plus 10, c'est-à-dire plus 4. Et maintenant, il faut que je factorise ce polynôme de degré 2 pour extraire les valeurs propres de la matrice. Moins 5, c'est moins 1 moins 4. Et 4, c'est moins 1 fois moins 4. Donc, je vois que ce polynôme, je peux le factoriser très simplement comme produit de polynôme de degré 1. C'est donc t-1 au carré fois t-4. J'ai donc deux valeurs propres. Lambda est égal à 1. La multiplicité de 1 comme racine du polynôme caractéristique vaut 2. Et j'ai une autre valeur propre, c'est 4. Et sa multiplicité vaut 1. Alors on va calculer les espaces propres qui correspondent à ces valeurs propres. Ce qu'on sait grâce au théorème qu'on a montré en début de leçon ici, c'est que la dimension de l'espace propre E1 sera plus petite ou égale à 2 et la dimension de l'espace propre E4 sera plus petite ou égale à 1. Mais c'est un espace propre, c'est pas 0. Donc on sait que la dimension de E4 sera 1. La surprise, ce sera de voir est-ce que E1 est de dimension 1 ou 2. Calculons l'espace propre E1. Par définition, c'est le noyau de une fois la matrice identité moins A. Donc il faut que je remplace T par 1.
dans cette matrice t fois l'identité moins a. Il faut que je fasse attention de ne pas remplacer t par 1 à la fin des opérations que j'ai fait ici dans le calcul du déterminant. En ayant mélangé des opérations sur les lignes et sur les colonnes, je ne peux pas utiliser ces mêmes opérations dans un calcul de noyau où je n'ai le droit de faire que des opérations sur les lignes. Je vois à mon grand soulagement que toutes les lignes sont proportionnelles. Ce calcul de noyau correspond à un système de 3 équations à 3 inconnus, x, y, z, mais les 3 équations sont les mêmes. Les méthodes d'algèbre linéaire que nous connaissons permettent de faire des opérations sur les lignes et sur les colonnes pour ramener ce calcul de noyau au noyau de la matrice suivante. Les lignes 2 et 3 étant proportionnelles à la première, que je peux diviser par moins 5 pour qu'elle soit plus jolie, je constate finalement que le noyau est constitué des éléments de R³ qui vérifient l'équation x plus y plus z est égal à 0. C'est donc un plan dans R3 et une base est donnée par les vecteurs suivants 1, moins 1, 0. Quand z égale 0, x égale à moins y. Je choisis mon premier vecteur de base de cette façon. Quand y égale à 0, je choisis le vecteur 1, 0, moins 1. Donc la multiplicité géométrique de la valeur propre 1 vaut 2. Elle est égale à la multiplicité algébrique. Le nombre de fois qu'elle apparaît dans le polynôme caractéristique est égal à la dimension de l'espace propre. Maintenant, E4, je fais exactement les mêmes calculs, mais je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite. En ayant déjà changé quelques signes pour avoir moins de signes négatifs à écrire, c'est le noyau de cette matrice. En faisant des opérations sur les lignes, il faut que j'échelonne cette matrice pour en calculer le noyau. Et je constate que c'est le noyau de la matrice suivante qui est échelonné. Donc cette fois, la dimension est 1. C'est un système d'équations de 2 équations à 3 inconnues. Lorsque, par exemple, je choisis z égale à 5, la deuxième équation qui me dit 5y plus 3z égale à 0 me force à choisir y. Et enfin, la première équation nous dit que x plus z est égal à 0, si bien que je dois choisir moins 5. J'ai donc trouvé une base de 2 vecteurs pour E1, une base d'un vecteur pour E4. Si j'appelle ces vecteurs F1, F2 et F3, je vais choisir comme base F1, F2, F3, qui est une base de R3. C'est la proposition qu'on a montrée tout à l'heure, que quand j'assemble ces deux bases, celle qui est formée de F1 et F2 pour la valeur propre 1 et celle qui est formée de F3 pour la valeur propre 4, j'obtiens une famille libre dans R3. Comme j'en ai 3, c'est une famille libre maximale, elle forme donc une base. Dans cette base, quelle est la forme de alpha? Eh bien, dans les colonnes, on place les images des vecteurs de base. Les premiers sont des vecteurs propres pour la valeur propre 1. Ils sont donc fixés. Le dernier est un vecteur propre pour la valeur propre 4. L'image de F3 vaut 4 fois F3. C'est donc 0 fois F1 plus 0 fois F2 plus 4 fois F3. Et maintenant, grâce à ce choix de base, on voit bien mieux quelle est l'application alpha. Alpha est une application linéaire qui fixe le plan engendré par F1 et F2 et elle dilate le reste de l'espace par un facteur 4 dans la direction de F3. Alors, quand on regardait la matrice A qui correspondait à alpha dans la base canonique, on n'avait aucune intuition sur la signification géométrique de cette application linéaire. Grâce au choix d'une base formée de vecteurs propres, on voit beaucoup mieux quel est l'effet de alpha sur l'espace R3. Elle fixe un plan et elle dilate par un facteur 4 dans la direction du vecteur F3.